Il existe un métier qui donne la qualification à chaque personne selon son domaine. Il s'agit bien évidemment de l'enseignement. C'est ce métier qui fera parler de lui au cours de cette émission, notre métier. Voilà, Monsieur Jeannot, vous êtes chef des travaux dans quelques institutions supérieures de la place. Avec vous, nous allons parler de votre carrière enseignante, mais bien avant tout, je voudrais vous demander de parler un peu de vous dans quelques phrases seulement. Comme toute personne scientifique, j'ai fait l'école maternelle, j'ai fait l'école primaire où j'ai eu un certificat d'enseignement primaire et secondaire. J'ai fait l'école secondaire, option commerciale et administrative où j'ai eu mon diplôme d'État. J'ai fait l'enseignement supérieur où j'ai eu un diplôme en sciences commerciales et financières, option comptabilité à l'Institut supérieur de statistique de Lubumbashi, où j'ai encore un diplôme en option fiscalité. J'ai un autre diplôme en sciences informatiques, option informatique de gestion. J'ai fait mon troisième cycle dans le système LMD à Calvary University de Grande-Bretagne, centre francophone de l'Afrique du Sud, où j'ai eu un diplôme de master en management, option économie et finance. Je suis en train de préparer ma thèse de doctorat, où je suis déjà passé par les différents staffs séminants. Et on m'a déjà donné un promoteur et 3 lecteurs où je suis en train de préparer une thèse dans le même domaine de management, option économie et finance. Voilà un peu dans ce qui concerne le parcours académique, mais dans ce qui concerne le parcours administratif, je suis enseignant de carrière. J'ai déjà donné cours, s'il faut le dire, de l'école primaire jusqu'en 2e licence. C'est-à-dire je suis passé partout et j'ai occupé différents postes. J'ai été directeur dans une école, directeur d'école primaire. J'ai déjà été directeur des études dans plusieurs écoles dans la ville de Lubumbashi. Et préfet aussi dans plusieurs écoles dans la ville de Lubumbashi. Et j'avais aussi plusieurs centres de formation d'encadrement de finalistes pour les examens d'État pendant plus de 10 ans. Et au niveau de l'enseignement supérieur, j'ai exercé aussi plusieurs fonctions dans des institutions de la place. J'ai déjà été à paritaire. J'ai déjà été chef de section. Je suis parti à être même membre du comité de gestion d'une institution d'enseignement supérieur de la place où nous avons occupé des postes très importants en tant que secrétaire général administratif et financier et secrétaire général académique. C'est-à-dire je suis professionnel de l'enseignement et de l'administration. Très bien dit, Monsieur Jeannot. Vous êtes apparemment très expérimenté en ce qui concerne la matière enseignante ou la carrière enseignante, je voudrais bien dire. Alors, depuis quand vous exercez ce métier de l'enseignement? J'ai commencé l'enseignement officiellement depuis l'année 1999. Mais officieusement, j'ai commencé l'enseignement très tôt. J'étais élève à l'école primaire, mais j'encadrais mes propres collègues. J'étais élève à l'école secondaire, mais j'ai encadré mes propres collègues. J'étais étudiant, je faisais le même travail. Qu'est-ce qui vous a poussé à porter votre choix sur l'enseignement? J'aime bien l'enseignement parce que c'est de l'enseignement qui fait ce que nous sommes aujourd'hui.
s'il faut parler du développement d'un pays, s'il faut parler de l'administration, s'il faut parler de l'organisation, il faut que les gens soient formés. Tout provient de l'enseignant. C'est pour cela, par le souci de bien faire pour notre pays, pour notre continent, pour notre planète, pour le développement. Voilà pourquoi nous avons choisi l'enseignement, pour donner l'instruction ou la formation à l'élite congolaise. Apparemment, c'est une passion pour vous, l'enseignement. Alors, en tant que chef de travaux, vous vous êtes retrouvé en train d'enseigner à l'université dans quelles circonstances? Est-ce que vous aviez été parrainé ou vous aviez totalisé le pourcentage comme prévu? Je n'ai pas eu à distinguer pour la première fois quand j'ai commencé l'enseignement supérieur et universitaire, mais j'étais quand même dans les critères pouvant me permettre de faire le 3e cycle, et comme j'aimais l'enseignement, à être maintenu assistant premier mandat, 2e mandat pour continuer ainsi de suite. Mais hélas, nous étions choisis par plusieurs chefs de travaux, professeurs, qu'on pouvait commencer à assister et être aussi encadré dans ce qui concerne la recherche. Alors, comme c'était une équation et c'était un problème ou une équation à résoudre et avoir une distinction, c'est comme ça que nous étions obligés d'embrasser d'autres filières telles que la fiscalité, telles que les sciences informatiques, là où nous avons fait plus de distinctions pour être maintenus au niveau de l'enseignement supérieur, tout en respectant le critère donné par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Quelles sont les stratégies que vous mettez en application pour pousser les institutions supérieures où vous n'enseignez pas à pouvoir vous solliciter? Je pense bien que c'est par la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Présentement, nous sommes même débordés par l'enseignement. Nous ne sommes pas seulement dans la ville de Lubumbashi, il y a d'autres villes et d'autres provinces où on sollicite beaucoup plus notre expertise pour faire soit la gestion des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, soit l'enseignement proprement dit. C'est le rigueur de travail qui nous fait valoir aujourd'hui. C'est-à-dire, nous faisons de telle sorte que les élites que nous sommes en train de former puissent quand même se retrouver dans la vie sociale. J'ai une spécialité actuellement d'orientation des nouveaux étudiants qui viennent embrasser surtout leur carrière au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous voyez, on vient peut-être à l'université par les noms. Moi, je vais être un juriste, je vais être un économiste, je vais être ceci, cela, mais les compétences ou les aptitudes que vous avez ne vous permettent pas d'embrasser, par exemple, les études pareilles, et pourtant, vous pouvez faire les sciences informatiques, vous pouvez faire le management, vous pouvez faire autre chose qui peut vous donner l'accès et à avoir une vie aisée et en passant par un travail adéquat. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire, qui plaît beaucoup de chefs d'établissement, qui plaît beaucoup les parents, ou des fois ils nous contactent pour certaines orientations, pour permettre à ce que quand leurs enfants terminent, qu'ils puissent quand même se retrouver dans la vie sociale. C'est vraiment très important. Est-ce que vous pouvez nous dire les avantages ainsi que les inconvénients que vous trouvez dans la carrière enseignante? Il faut avoir la passion dans l'enseignement. Il faut que l'enseignement soit une vocation. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi. Lorsque vous regardez un enseignant, c'est de la souffrance qui apparaît. Mais lorsque vous y tenez, vous travaillez sérieusement, vous pouvez être sollicité avec votre expertise par beaucoup de gens. Et cela vous permet de vivre normalement. Si vous posez à la plupart des gens des questions, il n'y a personne qui préfère faire l'enseignement. Dans ce qui concerne
et la souffrance qui nous caractérise, nous, les enseignants. L'enseignement, c'est la recherche. La recherche coûte énormément, très cher. Vous allez voir quelqu'un qui est assistant 10 ans, 15 ans, il n'a publié aucun article, il ne fait que des copier-coller sur les syllabus de certains professeurs, il n'est pas engagé à faire les études qui peuvent l'amener à être docteur, être nommé professeur associé, professeur ordinaire, professeur émérite, tout ça par manque de moyens et de la volonté. C'est-à-dire, si nous tenons à faire l'enseignement aujourd'hui, c'est parce que c'est notre vocation et on se démène sérieusement, surtout dans ce qui concerne la recherche, pour que cela puisse valoir tout ce que nous sommes en train de faire. Sinon, dans l'enseignement, il y a beaucoup de difficultés, mais comme nous sommes dans un pays où on ne considère pas beaucoup plus les enseignants que nous sommes, bon, on se démène avec le moyen des bords pour continuer toujours à former. Alors, il y a une petite question qui surgit en vous entendant parler. C'est la question de savoir s'il vous est déjà arrivé de verser les larmes dans la carrière enseignante un jour. Si oui, c'était à quelle occasion et sinon pourquoi? Quand j'ai terminé mon premier cycle à l'Institut supérieur des statistiques, tellement que j'aimais beaucoup plus l'enseignement et j'avais l'ambition d'être maintenu pour continuer avec l'enseignement supérieur. Et comme je n'apparaissais pas dans le critère, il m'était très difficile d'intégrer la structure. Et j'ai marché sérieusement pendant ce temps, cherché à rencontrer même le comité de gestion à l'époque pour que je sois intégré, même à faire l'enseignement gratuitement. Cela n'a pas été facile. Mais j'ai eu une chance d'intéresser, paix à son âme, le fait chef de travaux Massiala, qui nous a déjà quittés. C'est lui que j'avais demandé de commencer à assister et diriger les travaux, se diriger gratuitement. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup plus d'enseignement. Et il m'a même accepté pendant ce temps, vu la volonté que j'avais de travailler dans son cabinet d'expertise comptable sur l'avenue Maniema ici. Voilà la personne vraiment qui m'a beaucoup facilité la tâche. Et lorsqu'il est parti, on a changé de différents comités de gestion de l'institution. On ne pouvait pas rester en train d'assister un chef de travaux. C'était encore très difficile parce que je n'étais pas mécanisé et je n'étais pas engagé officiellement dans cette institution. J'étais obligé de recourir à un autre géant et à un autre professeur que je salue en passant, le professeur Gérard Kakala, qui m'a aussi accepté pendant un temps de l'assister. Mais Dieu a aidé, nous avons été sollicités dans plusieurs institutions privées, privées agréées de la place, là où nous continuons vraiment à travailler sérieusement. Voilà comment ça nous a été très difficile d'intégrer l'enseignement supérieur et universitaire. Mais comme on avait vraiment la volonté de faire, et on continue toujours à pousser, parce que l'intégration ou être accepté de donner cours dans une institution de la place, quelle que soit la compétence que vous pouvez avoir, ce n'est pas toujours facile. Mais on s'est fait distinguer dans notre façon de faire. Je pense que présentement, ça va quand même. Vous êtes passé de l'école primaire jusqu'en deuxième licence. Alors, je voudrais savoir devant quel nombre d'étudiants vous êtes habitué à dispenser vos cours et quels sont les moyens que vous mettez en application pour les maîtriser? La maîtrise de la matière que vous dispensez aux étudiants, la considération que vous donnez à ces futurs cadres de ces pays. Un étudiant, ce n'est pas un enfant. Un étudiant, c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup plus les considérer avant de commencer à le former. Il faut montrer l'importance de ce que vous allez leur donner comme cours et ce qu'ils peuvent faire de ces cours plus tard.
À ce moment-là, lorsque l'étudiant comprend l'importance de ce qu'il aura de vous, il peut facilement vous suivre. Et deuxième chose, il faut éviter les tâtonnements, vous en tant qu'enseignant, devant les étudiants. Les étudiants, ce sont des grandes personnes, il faut avoir la maîtrise de votre cours. Il faut éviter de se promener avec les notes devant les étudiants. Il faut avoir votre cours en vous. Et il faut être en mesure de répondre à toutes les questions que les étudiants vous posent. Et lorsque les étudiants vous trouvent utile, très important, je pense bien qu'ils ne vont plus vous déranger. Voilà un peu le moyen. Mais concernant l'effectif des étudiants, nous avons été formés de donner cours même dans un stade. C'est-à-dire l'effectif importe. Je peux donner cours dans un auditoire de 5000 étudiants, 1500, 200. J'ai la capacité de maîtriser tous ces gens sans beaucoup de plaintes. La maîtrise, maîtriser les étudiants, c'est par rapport à la connaissance. C'est pour cela que je loue cette initiative de la RDC de basculer totalement dans le système LMD où s'il faut venir introduire un cours à l'université, l'enseignant au préalable, même 2 mois avant, il doit déposer son descriptif de cours qui doit à son tour au niveau de la paritorat centrale des institutions ou de la section ou de la faculté être distribué aux étudiants qu'ils fassent la lecture avant que les cours soient introduits. À ce moment-là, les jours où vous venez, les étudiants ont déjà pris la connaissance de ce que vous viendrez leur donner. Vous pouvez échanger dans 4 heures ou dans 2 heures et trouver un compromis sur ce que vous allez leur donner comme formation. Et il ne faut pas qu'on amène des enseignements statiques où vous présentez que quelques chapitres et qu'un étudiant ne peut pas vous demander, non prof, insérer un autre chapitre que nous trouvons un peu important. Non. Cet enseignement est dépassé. L'enseignement doit être dynamique et l'enseignement doit évoluer par rapport aux normes du développement intégral de la planète. À ce moment-là, ça va nous permettre de bien le faire. Ceux qui cherchent les effectifs, ce sont des gens qui tâtonnent en matière d'enseignement. Ils sont entrés dans l'enseignement par amitié, par manque à faire. Par beaucoup de paramètres peut-être tribal ou je ne sais pas religieux, et ils n'ont pas fait l'enseignement leur vocation. C'est pour cela à chaque instant qu'un étudiant se lève pour poser une question, il s'agite à avoir des problèmes. Moi, vous pouvez faire le parcours dans toutes les institutions de la ville ou de la province là où nous avons donné cours. Vous n'apprendrez jamais que je me suis déjà dit tirailler avec un étudiant. Lorsqu'un étudiant a fait 10, il faut lui donner ses cotes. Lorsqu'un étudiant a fait 0, il faut lui donner. Il faut éviter de monnayer les cotes, appliquer d'autres pratiques qui n'entrent pas dans la carrière de l'enseignement. Ça risque de ne plus vous honorer. En tant que chef de travaux, M. Jeannot, sûrement vous avez un rêve que vous n'avez jamais réalisé et que vous voulez réaliser avec le temps. Quel est le rêve que vous voulez réaliser? Intégrer officiellement une institution d'enseignement supérieur et universitaire officielle. C'est à partir de là que nous chiterons un jour à être appelés professeurs émérites. Il faut qu'on arrive à ça. Et pour arriver à ça, il y a toute une procédure administrative. Avoir été nommé assistant premier mandat dans une institution officielle. Deuxième mandat, vous êtes nommé chef de travaux. Vous êtes inscrit au 3e cycle. Vous faites votre 2e master pour le système LMD. Vous faites votre thèse de doctorat. Vous êtes nommé professeur associé. Publiez quelques articles. Vous êtes un professeur. Vous continuez toujours dans la recherche avec des publications et l'ancienneté dans l'enseignement. Vous chitez par être professeur émérite. Voilà notre bataille. Et nous sommes sérieusement avancés. Comme nous sommes déjà vers la thèse de doctorat, je pense bien que Dieu voulant, si nous réunissons tout ce qu'il y a comme moyen, parce qu'au niveau de la recherche,
nous sommes sérieusement avancés et nous pouvons peut-être soutenir la thèse et aspirer à être nommé professeur associé et continuer notre carrière d'enseignement jusqu'à un jour être appelé professeur émérite, ça nous fera la joie. Si Dieu se décidait de refaire le monde aujourd'hui, qui désiriez-vous devenir? En tout cas, j'aime ça. J'aime devenir professeur, ça m'honore. Parce que regardez, quand on est professeur, c'est-à-dire on a déjà maîtrisé un certain nombre de paramètres et on peut être consulté à tout moment pour faire mieux. Je prends le cas de la gestion de cette planète Terre, notre pays, notre continent. Partout, il n'y a que des traces de professeurs. Vous pouvez avoir toutes les fonctions que vous avez, mais je pense bien que ce soit dans votre cabinet, que ce soit par-ci, par-là, vous trouverez qu'il n'y a que l'élite congolaise, il n'y a que la recherche qui prime. C'est pour cela que nous rêvons vraiment d'être professeur. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus travaillé dans ces domaines. Et comme la RDC bascule dans le système LMD, nous sommes parmi les gens qui sont en train de travailler sérieusement dans ces programmes. Pourquoi? Parce que ces programmes tiennent compte des références métiers. À partir de métiers, on forme certaines compétences et que nous tenons beaucoup plus de l'approche par compétences. C'est pour cela que tous les programmes que nous avons, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit au niveau des institutions supérieures, doivent être transformés. Et voilà que nous nous sommes déjà lancés et on est en train de travailler par-ci, par-là pour que l'élite congolaise qui est formée ici en RDC, qu'ils puissent avoir la même qualification que ceux qui sont formés partout ailleurs dans le monde. Merci, Monsieur Janot, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame. Je vous remercie sincèrement pour cette opportunité que vous nous avez accordée. Merci. Voilà, c'est donc la fin de cette émission, Notre métier, qui avait l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Janot Mpagnapagna, chef de travaux dans quelques établissements ou dans quelques institutions supérieures, j'y arrive, de la ville de Lubumbashi, un professeur en devenir. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et on se fixe rendez-vous très prochainement, surtout en cas de besoin. N'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est affiché juste au bas de vos petits écrans. Au revoir.